Je suis professeur de lettres en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, à Caen. J'enseigne donc à des futurs ingénieurs. Je suis l'auteur de 3 livres, 3 romans, publiés chez Stock et aux éditions du Passeur. Et je viens de publier donc Les Petits Éloges du Double aux éditions de l'Observatoire, donc au mois de juin dernier. Et évidemment, je suis un des membres rédacteur de la revue Front Populaire. Michel Onfray, qui est un ami de longue date, m'a confié la rubrique littéraire, c'est-à-dire les textes littéraires, les essais, qui constituent une espèce de point d'orgue à l'ensemble des articles traitant des sujets de ce trimestre. Petits éloges du double, ce livre n'est pas né, si je puis dire, avec cette configuration. Je n'ai pas eu l'idée d'écrire une série de petits éloges du double, c'est-à-dire de portraits croisés ou de vies parallèles, pour reprendre mon titre initial, d'ailleurs c'est ça, les vies parallèles. Et en fait, j'ai commencé il y a déjà une dizaine d'années à écrire quelques portraits dans la tradition des moralistes. J'aime beaucoup les portraits de La Bruyère, les portraits de La Rochefoucauld, et je m'étais amusé à écrire quelques portraits. Et je crois que le premier, puisque vous me demandez l'origine, pour autant que je m'en souvienne, mais je crois que ma mémoire est assez fiable en l'occurrence, c'était Deschamps et Cantona. Et je m'étais amusé à faire un parallèle entre ces deux figures du football, sur un mode un peu distancié, un peu ironique, et je me suis pris au jeu, parce que c'est vraiment un jeu à tous les sens du terme, c'est-à-dire un jeu au sens où on a une interaction, comme il y a du jeu dans des rouages. Et j'ai continué, un certain nombre de personnages sont venus à moi, Voltaire et Rousseau bien sûr, et puis de fil en aiguille, eh bien, j'en ai fait une cinquantaine, et quand les 50 ont été faits, je les proposais à divers éditeurs, et surtout, très vite, les éditions de l'Observatoire m'ont répondu favorablement, et je suis très heureux d'avoir publié sous cette forme ce recueil, en fait, ce petit groupe de vies parallèles, de portraits croisés. Ben, c'est effectivement une question que je me suis posée, comme vous me la posez, je me la suis posée quasiment en ces termes, c'est-à-dire qu'effectivement faire un portrait, le portrait d'un écrivain, Hugo, ou d'un peintre, Bacon, a quelque chose de très stimulant, et en même temps, quelquefois, on se dit, mais il y a dans ce personnage, puisque un auteur, un acteur, un sportif, même un homme politique, devient un personnage dès l'instant qu'il est sous le regard de ses contemporains ou d'un auteur, et on se dit qu'il travaille souvent, au sens, là encore, d'une pièce qui travaille avec une autre pièce, en corrélation, en compétition, en opposition, en apposition avec quelqu'un d'autre. On parlera de binôme en termes mathématiques. Par exemple, quand on évoque Sartre, comment ne pas penser à son duel avec De Gaulle? Il y a une espèce de match qui se joue tout au long de la Ve République entre l'intellectuel qui a le pouvoir de la parole et de la plume, et puis l'homme d'action, De Gaulle, qui a celui de sa légitimité historique et aussi de sa puissance du verbe. Et ils s'éclairent d'une certaine manière l'un de l'autre, l'un par l'autre. Et en parcourant, alors, le grand modèle, évidemment, tout le monde y songe, c'est le modèle de Plutarque, qui avait déjà, dans l'Antiquité, pensé à faire travailler des relations entre des grandes figures, aussi bien historiques qu'épiques. Et je me suis dit, voilà quelque chose d'intéressant à creuser. Et c'est en commençant à forer cette piste que les binômes se mettent en place, divers, variés, quelquefois même assez curieux, et c'est un plaisir alors d'écriture, j'espère également de lecture. Effectivement, vous avez raison de le dire, certains binômes, certains couples, certains duos ou duels, hein, d'ailleurs, c'est intéressant de l'observer. Voltaire et Rousseau, c'est à la fois un duo et un duel, parce que en même temps qu'ils se connaissaient et s'appréciaient au début, ils se sont très vite détestés. Il est d'une certaine manière obligé, hein, il est convenu. En revanche, alors ce qui s'est passé, par exemple, je voulais parler de l'abbé Pierre, parce que c'est un personnage qui me plaît beaucoup, et puis Roland Barthes, on le sait, lui a consacré une de ses mythologies, et j'ai cherché quel pendant on pouvait trouver. Alors bien sûr, on peut penser à Mère Teresa, j'avais pensé à des figures assez proches, et puis l'idée m'est venue de Cohn-Bendit. Et là, je dois dire que c'est une idée qui m'est venue sans que je l'ai véritablement réfléchi ou choisi.
une espèce d'inspiration. Je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. On a deux figures ici qui occupent le devant de la scène médiatique dans l'ordre de ce qui est la charité, une forme d'utopie, cette utopie qui consiste à dire on va nourrir, on va vêtir ceux qui sont nus et nourrir ceux qui ont faim, et puis à côté Cohn-Bendit qui veut qu'il soit interdit d'interdire et que l'imagination vienne au pouvoir. Et je me suis dit, il y a dans ces deux utopies-là quelque chose qui peut faire étincelle. De la même manière qu'on prend deux éléments et quand on les réunit, une étincelle se produit. Quelquefois ça ne marche pas. Il m'est arrivé d'arrêter des portraits parce que le duo ou le duel ne fonctionnait pas. J'ai voulu, par exemple, faire un duo entre George Sand et Baudelaire, par exemple, parce que ce sont deux auteurs que j'aime beaucoup, très différents. Baudelaire détestait George Sand. Et je me dis, pourquoi Baudelaire la détestait-il à ce point? Il l'a surnommé la vache de la littérature. Enfin, il était d'une violence. Et j'ai voulu, dans ce dialogue, d'une certaine manière, non pas contredire Baudelaire, mais lui dire, Charles, sur Georges, tu as eu tort. Voilà, il y a une espèce de volonté de faire dialoguer, en l'occurrence, des inconciliables. J'ai voulu vraiment, sur le mode un peu du feu d'artifice, du plaisir de la formule et du ping-pong à la fois de mots, d'idées, de situations. Donc j'ai voulu ces apparentements. Alors parmi ceux que j'aime beaucoup, au sens qui pour moi représente quelque chose qui parle à notre époque, j'ai beaucoup aimé faire celui entre Churchill et Clemenceau. Puisque voilà deux bons hommes qui sont de vieux bons hommes, l'un et l'autre, à un moment où la gloire frappe à la porte, si je puis dire, presque malgré eux. Clemenceau, qui est un vieux monsieur, qui dit « je fais la guerre hein », il a ce discours extraordinaire, qui va au front, qui monte sur la tranchée et qui dit « le dernier quart d'heure sera pour nous ». Ce type-là, avec son petit calot, avec sa moustache, sa paupière tombante, me fascine. Il y a quelque chose de... je dirais volontiers d'héroïque chez ce bonhomme, et aussitôt, alors lequel est venu en premier, je ne sais pas, de la poule et de l'œuf, mais Churchill, on est en 42 à Londres, la ville est sous le blitz le plus total, et ce type fait un discours extraordinaire, dans lequel, au lieu de dire « nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts », une espèce de naïveté confondante, il dit « bien, je vous promets du sang, de la sueur, de la peine et des larmes ». Et il a son cigare, il a son geste de la main, il a cette faconde et il va dans les gravats. Et j'ai trouvé une parenté entre ces deux bons hommes, et ironie de l'histoire absolument phénoménale, ces deux types sont évacués par le scrutin, par les urnes, à la fin de la guerre. On remplace Churchill par ce pauvre Attlee. Tout le monde a oublié qu'il était ce pauvre Attlee. Et on remplace Clemenceau par Deschanel, malheureux Deschanel qu'on a retrouvé en pyjama sur une voie ferrée. Voilà je dirais les deux figures que je retiendrai, puisque vous m'avez demandé de faire un choix parmi beaucoup. J'ai voulu aussi mettre, peut-être je peux le dire brièvement, mais j'ai voulu mettre Achille et Ulysse à l'ouverture du livre, d'abord parce que je crois beaucoup aux textes fondateurs. L'Iliade et l'Odyssée sont vraiment les grands textes fondateurs de notre culture, et j'ai voulu les mettre parce que tous les réunit et tous les oppose. On a l'homme de la fougue et du combat, et on a au contraire l'homme de la retenue et de l'habileté, qui peut aller d'ailleurs chez Achille à quelque chose comme une forme de fureur inconsidérée, et chez Ulysse de roublardise. Et j'ai bien aimé cette position qui finalement d'une certaine manière est un peu un Janus. Nous sommes tous un peu des Achille et des Ulysse selon le moment, selon la situation. Oui, alors c'est vrai qu'on a l'idée effectivement d'apparier non seulement des individus, des figures, mais également ça peut être des objets, des animaux, des pays. Bon, c'est intéressant les pays parce qu'on est dans la dimension mémorielle là pour le coup. Alors comme ça, brûle pour point, le binôme avec lequel je mettrai en tension la France, bah, évidemment l'Angleterre, qui est notre meilleur ennemi hein, ou notre plus cher rival. Ceux qui veulent la définir, il y a une formule qu'on disait quand j'étais lycéen, on disait l'Angleterre, ils nous ont brûlé Jeanne d'Arc, ils nous ont exilé Napoléon,
et ils nous ont hébergé de Gaulle. Voilà, et c'était une manière aussi de montrer cette espèce de lien d'amour-haine avec la perfide Albion. J'ai une grande sympathie pour les Anglais, la littérature anglaise, évidemment. Et puis l'Allemagne, moi, je mettrais l'Allemagne parce que je trouve assez étonnant que ce pays avec lequel on s'est battu, contre lequel on s'est battu, pendant 3 guerres aussi meurtrières et épouvantables les unes que les autres, à des degrés divers et avec des moyens divers, eh bien, soit notre pays partenaire aujourd'hui. Mes enfants ont fait de l'allemand, ont accueilli de jeunes Allemands. Il y a quelque chose comme une page qui s'est tournée et qui s'est écrite aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, note en bas de page, je mettrai la Pologne. J'aime beaucoup la Pologne et j'aime beaucoup le lien qu'on a avec ce pays. C'est le pays, Napoléon est allé en Pologne. Nous sommes entrés en guerre pour Danzig. Et quand je suis allé à Cracovie, j'étais étonné, je me baladais dans l'université de Cracovie avec un guide français et j'étais abordé plusieurs fois, en français, pas en anglais, par de jeunes étudiants, étudiantes, vous cherchez quelque chose. Et j'ai trouvé cette attention pour la France, en écho à celle que j'ai pour la Pologne, tout à fait séduisante et charmante. Voilà. Alors, bon, je crois que la réponse est un peu dans la question, effectivement. Il y a on peut dire une baisse, hein. On dit que le niveau baisse. Bon, il y a une baisse du retentissement, de l'importance de ce qu'était l'image de la France dans l'ensemble du monde. Alors, bon, mon texte est assez franco-français, vous avez raison de le dire, mais d'abord, je suis très attaché à la mémoire culturelle française, à la culture française. Je ne crois pas du tout, contrairement à ce qu'a pu dire Emmanuel Macron, qui a parlé trop vite et inconsidérément, qu'il n'y a pas de culture française. Il y a une culture française. Quand on va à Cracovie, on voit ce que c'est que la culture polonaise. Il y a une culture française. Donc oui, la France a perdu une part de ce retentissement, mais quand même, il y a dans la France cette permanence de la référence. Quand j'ai pu rencontrer des étudiants, j'ai notamment donné des cours aux étudiants étrangers à l'université de Caen, on dit, hein, j'ai deux pays, tout intellectuel dit ça, hein, j'ai 2 pays, le mien et la France. C'est vrai dans l'histoire, la France a recueilli beaucoup d'exilés, beaucoup de ces gens qui ont fait la France. Hein. C'était un des thèmes que j'ai choisi de traiter avec le dictionnaire de Pascal Horry, ces étrangers qui ont fait la France. Beaucoup d'intellectuels sont venus en France et je crois qu'ils ont aussi rapporté, eux et leurs disciples, cette image valorisante de la France. Moi, je ne dirais pas qu'il y a un recul aussi net. Il reste une présence, il reste une marque de ce qu'est l'héritage français en Europe et je crois dans le reste du monde. Je fais un petit distinguo, comme tout le monde, entre l'histoire et la mémoire. Je ne me prétends pas du tout historien. Un historien sérieux et sévère dirait que parfois j'ai des approximations, j'ai des jugements hâtifs sur tel ou tel. L'historien a une exigence, une certaine impartialité, une exigence en ce qui concerne la dimension factuelle. Le travail de la mémoire peut faire intervenir une subjectivité. Après tout, ma mémoire, elle peut se colorer de nuances, de doutes, d'ironie. Et un certain nombre de personnages sont traités aussi dans leur dimension mythique. Quand je parle de Jeanne d'Arc et de Guesclin, je ne parle pas comme l'historien le ferait de manière très factuelle, mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme trace, hein, cette gamine qui part libérer la France en entendant des voix, ou ce dogue de Brocéliande. Comme dirait Victor Hugo, c'est l'histoire écoutée aux portes de la légende. Et moi, j'aime bien cette dimension de légende qui s'adresse à ces grands personnages de l'histoire. Également, moi, j'évoque Delon et Depardieu. Pour moi, ce sont des acteurs énormes, tous les sens du terme, dans l'excès, dans la démesure, qui sont déjà un peu dans la légende du cinéma, au moins, et de la création cinématographique au XXe siècle. On peut le dire aussi de la même manière pour un certain nombre de personnalités. J'aime beaucoup, par exemple, Glenn Gould, ce musicien inspiré quand il joue Bach. Eh bien, il est un personnage de mémoire en cela qu'il laisse sa marque. On n'écoute plus Bach de la même manière. C'est ça que j'ai voulu essayer de restituer, ma subjectivité dans ces portraits croisés. Mais chaque lecteur va y mettre la sienne. Et votre question sur la mémoire m'intéresse parce qu'un certain nombre de lecteurs m'ont dit « mais finalement tu parles de du Guesclin, tu parles de Jeanne d'Arc, mais tu parles de toi ». Et c'est vrai que dans
pour ça que j'ai choisi ce mot de double, c'est qu'il y a non seulement une dualité, les deux personnages, mais également une dualité où moi, je fais intervenir mon propre regard sur ces deux personnages, et puis le lecteur, qui lui va aussi investir sa propre subjectivité. Certains m'ont dit « Oh, t'as été dur avec Jeanne Moreau ou bien t'as été dur avec Didier Deschamps. » Et d'autres, au contraire, me disent « Oh non, je trouve que c'était bien ce que tu dis sur Didier. » Chacun voit midi à sa porte, comme dit la formule. Je crois qu'en ce qui concerne ces grandes figures, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toujours vivantes. La preuve, elles conservent une plasticité et elles ne sont pas mortes, puisque finalement, chacun d'entre nous peut les regarder avec un œil, je ne dirais pas neuf à chaque fois, mais au moins un œil qui peut se renouveler.